Si votre réponse est la première, ces histoires terrifiantes de propriétaires d'animaux dévorés par leurs meilleurs amis pourraient vous faire changer d'avis. Attaqués brutalement chez eux, ces passionnés d'animaux n'avaient aucune idée des conséquences de leur passion. Rejoignez-nous pour découvrir ces animaux incroyables qui ont mangé leurs propriétaires devant tout le monde. Numéro 18. L'attaque du singe. Les singes peuvent sembler adorables et amusants, mais de temps en temps, ils peuvent révéler un côté surprenant. Nga Muhammad, un homme de 72 ans originaire de Malaisie, avait un lien spécial avec son singe de compagnie, qui était plus qu'un simple compagnon. Ils travaillaient en équipe. Nga gérait les tâches au sol pendant que son singe grimpait au cocotier pour l'aider à récolter des fruits. Un jour, lors de l'une de ses journées routinières, Nga avait promis à son fils de 29 ans, Zakaria, qu'il ramènerait des noix de coco. Comme d'habitude, il envoya son singe grimper à l'arbre pour les récupérer. Mais ce qui avait commencé comme une journée normale prit un tournant sombre. Sans prévenir, le singe attaqua. Il mordit dans le bras de Nga, rompant une artère, et tragiquement, il n'y survécut pas. Zakaria, inquiet de l'absence de son père, partit à sa recherche pour trouver le corps de son père et un singe agressif qui faillit également se retourner contre lui. Zakaria a partagé avec les médias locaux que la famille avait acheté le singe alors qu'il était encore jeune, espérant qu'il les aiderait à grimper à l'arbre à noix de coco derrière leur maison pour cueillir les fruits. Depuis l'hôpital Sultana Noor Zahira, il se souvint. J'étais chez moi quand cela s'est produit. Au bout d'un moment, je trouvais cela étrange, car tout était si calme. Je n'entendais pas mon père. Aucune noix de coco ne tombait, et il n'y avait pas de bruit du singe. Lorsqu'il arriva sur les lieux, Zakaria eut l'horreur de trouver son père allongé sans vie sur le sol, son corps froid et sa main droite ensanglantée. Le singe était à proximité. L'homme qui se précipita pour aider, Moad Azman Moad Youssouf, âgé de 36 ans, expliqua qu'il était arrivé après avoir entendu des cris. Se rendant compte que l'homme âgé était déjà décédé, il a aidé Zakaria à revenir chez eux. Il appela ensuite le département de la faune et des parcs nationaux, qui arrivèrent pour tranquilliser et capturer le singe. Les autorités décidèrent plus tard de réhabiliter l'animal et de le relâcher dans la nature, mettant ainsi fin à une relation qui avait mal tourné. Numéro 17. La tragédie déchirante du chat. Les animaux de compagnie sont souvent une source de réconfort, mais ils peuvent aussi être un rappel tragique de l'isolement auquel certaines personnes sont confrontées. Janet Veal, une femme qui passait la majeure partie de son temps avec ses chats et ses chiens bien-aimés après le départ de son mari, s'était coupée de beaucoup de monde. À l'âge de 56 ans, elle n'avait aucun ami autour d'elle. Lorsque les voisins remarquèrent que sa boîte aux lettres se remplissait de courriers non ouverts, ils appelèrent la police pour effectuer un contrôle de bien-être, craignant que quelque chose n'aille terriblement mal. À l'intérieur de la maison, les autorités découvrirent une scène déchirante. Plusieurs animaux, dont un chat et un chien, étaient morts dans la cuisine et le salon, bien que d'autres aient survécu. Les rapports indiquaient que les animaux affamés, laissés sans nourriture pendant une période prolongée, avaient commencé à manger leurs propriétaires par désespoir. L'officier Dave Ivey décrivit la maison comme étant non ventilée pendant des semaines, le sol étant complètement obstrué par des piles de déchets. Le tribunal apprit que Janet Veal menait une vie recluse et s'était éloignée de son mari. Le médecin légiste Keith Weissman, après avoir rendu un verdict de décès par cause naturelle, précisa que l'officier croyait que les animaux avaient été confinés dans ces deux pièces au rez-de-chaussée pendant ce qui semblait être plusieurs semaines, peut-être des mois. Jeannette était décédée, probablement de cause naturelle, mais son corps avait été laissé seul pendant des semaines, et ses chats affamés, désespérés de nourriture, avaient fait l'impensable pour survivre. Il fut également confirmé que Jeannette n'avait pas été attaquée par ces animaux alors qu'elle était en vie. Numéro 16. Le tigre de Harlem. Dans une histoire qui semble trop folle pour être vraie, Antoine Yates a gardé un tigre du Bengale sibérien nommé Ming dans son appartement à Harlem. Poussé par son amour des grands félins, Yates a choisi d'élever Ming dans son appartement en hauteur, une décision qui allait lui revenir de manière littérale. En avril 2000, Yates, un chauffeur de taxi à temps partiel de 31 ans, a fait un achat audacieux. Il a acquis un hybride de tigre du Bengale sibérien de 8 semaines nommé Ming
au Bearcat Hollow Animal Park de Racine, Minnesota. Les registres montrent que Bearcat Hollow lui avait auparavant vendu un lionceau qu'il avait ensuite réinstallé ailleurs. Pendant 5 ans, lui et ses animaux ont vécu ensemble dans l'appartement 5E des Drew Hamilton Houses, un complexe de logements publics. Durant cette période, Yates ne quittait son appartement qu'une fois par jour pendant environ 1 heure pour acheter de la nourriture. Lorsque Yates a été admis aux urgences avec des blessures graves au bras en 2003, il a affirmé qu'un pitbull en était responsable. Cependant, les médecins ont rapidement compris que ces blessures étaient bien trop graves pour être causées par un chien ordinaire. Il s'est avéré que Meng l'avait attaqué après que Yates ait tenté de séparer une bagarre entre le tigre et un autre animal. Lorsque les autorités sont arrivées chez Yates, elles ont trouvé Ming, tendu, en train de rôder à l'intérieur. Il a fallu des tranquillisants pour retirer le tigre en toute sécurité de l'appartement. Malgré l'incident, Yates a insisté sur le fait que Ming n'avait réagi que par peur. Les autorités ont déplacé Ming dans un sanctuaire en Ohio, où le tigre a enfin trouvé la paix, jusqu'à sa mort naturelle quelques années plus tard. Lors d'une interview en 2020, Yates a partagé que son premier animal était un lionceau nommé Jabba, qui est décédé jeune. Après Jabba, il a acheté Ming et un autre lionceau, Nemo, qui lui avait été vendu à prix réduit parce qu'il était malade et n'était pas censé vivre longtemps. À l'époque, Yates possédait également un alligator nommé Al, qu'il avait acquis légalement dans le New Jersey. Contrairement aux propriétaires d'animaux typiques, Yates était fier de ne pas domestiquer ses animaux, se décrivant comme un sergent instructeur déterminé à préserver leurs instincts naturels. Pour ces actes, Yates a purgé une peine de 3 mois à Rikers Island pour mise en danger imprudente. Selon le New York Times, il vit actuellement en Pennsylvanie avec sa mère. Numéro 15. L'histoire de Scarface, le pitbull. Les pitbulls ont la réputation d'être agressifs. Et malheureusement, dans le cas de Scarface, cela s'est révélé tragiquement vrai. Brenda et Ishmael Guerrero avaient sauvé Scarface et s'étaient engagés à l'aider à s'adapter à une nouvelle vie. Mais un jour, lorsque Brenda a essayé de lui mettre un pull, Scarface n'a pas apprécié. Le chien s'est transformé en bête, vivant pleinement son nom féroce, alors qu'il lançait une attaque brutale contre Brenda, montrant une violence implacable digne de Tony Montana dans Scarface. Déterminé et inflexible, le chien a résisté à chaque tentative de le maîtriser. Ismaël a désespérément essayé de l'écarter de Brenda, mais ses efforts ont échoué. Leur fils, Antoine Harris, a alors pris un couteau, tentant d'arrêter le chien en lui plantant dans la tête, mais même cela n'a pas pu le dissuader. Lorsque la police est arrivée, elle a elle aussi eu du mal à contrôler le chien agressif. Les agents ont déclaré que le chien était très agressif, a déclaré l'officier de police de Tampa, Eddie Durkin. Le chien a même réussi à se débarrasser des effets d'un pistolet à impulsion, se libérant des pinces tout en continuant de résister. Finalement, le contrôle des animaux est intervenu avec un pistolet à tranquillisant et un pistolet à sac de haricots pour maîtriser l'animal. À l'aide d'un bâton de capture avec une boucle sécurisée autour du cou du chien, ils ont finalement pu le maîtriser. Brenda a été transportée d'urgence à l'hôpital général de Tampa, souffrant de graves morsures au bras, mais son état était stable. Il n'y a pas encore de nouvelles officielles sur le sort du chien, mais une chose est certaine, il ne sera pas contraint de porter un pull mignon de sitôt. Numéro 14. L'instinct de survie de Harry et Sally. Harry et Sally, 2 carlins d'Omaha, étaient des animaux de compagnie adorés de leurs propriétaires, qui vivaient seuls. Mais après que leur propriétaire ait tragiquement mis fin à ses jours, ils se sont retrouvés abandonnés dans la maison sans nourriture. Les jours sont devenus des semaines, et dans un élan de désespoir, les 2 carlins ont fait ce qu'ils devaient pour survivre. Ils ont commencé à se nourrir de leur propriétaire décédé. Lorsque des voisins inquiets ont remarqué l'absence prolongée du propriétaire, ils ont contacté la police, qui a découvert la scène déchirante. Harry et Sally ont été sauvés par les autorités et placés plus tard à la Nebraska Humane Society. Les Carlins étaient un peu proposés à l'adoption, mais ceux qui connaissaient dans leur histoire ne voulaient pas d'eux. Heureusement, un couple compatissant de l'Indiana les a adoptés, offrant aux Carlins une chance de repartir à zéro dans un foyer aimant. La police a également confirmé que Harry et Sally sont des Carlins parfaitement non violents et qu'ils n'ont mangé leur ancien propriétaire que pour survivre. Numéro 13.
La morsure de la veuve noire. Mark Vogel, un Allemand de 30 ans, avait un hobby peu commun. Il était fasciné par les arachnides. Il avait amassé plus de 200 araignées et insectes, dont une veuve noire mortelle. Pendant des années, les amis et la famille de Mark l'avaient averti des dangers de sa passion, mais il est resté obstiné. Finalement, ses proches se sont éloignés et Mark est resté seul avec ces animaux dangereux, affirmant qu'ils ne lui faisaient aucun mal, jusqu'à ce qu'un jour sa passion devienne fatale. Une veuve noire a mordu Mark, et comme personne n'était là pour l'aider, le venin a fini par lui coûter la vie. Des mois plus tard, des voisins ont donné l'alerte, ce qui a conduit les autorités chez lui. À l'intérieur, ils ont trouvé son corps décomposé, ainsi que ses nombreux insectes et araignées qui avaient commencé à se nourrir de lui par désespoir. Les araignées ont finalement été déplacées dans une zone de conservation, mais la nouvelle macabre a laissé tout le monde terrifié et bouleversé. En particulier, les policiers qui ont découvert le corps de Mark n'ont pas pu en croire leurs yeux. Des araignées sortirent de son nez et de sa bouche, ont décrit les policiers, évoquant la scène perturbante. De plus gros morceaux de chair avaient été dévorés par des lézards, transportés dans les toiles des tarentules et autres araignées géantes. L'officier a peint un tableau vivant de l'appartement minuscule à Dortmund, en Allemagne. Des cages et des terrariums ouverts éparpillés partout, baignant dans une lueur verte étrange. C'était horrifique, a ajouté le porte-parole. La police a décrit l'appartement de Mark comme un mélange dérangeant entre un jardin botanique et la salle d'élevage de papillons du film Le silence des agneaux. Numéro 12. La tragédie du chimpanzé avec Travis. Travis le chimpanzé était plus qu'un simple animal de compagnie pour Sandra et Jérôme Harold. Il était traité comme un membre de la famille, surtout après la mort de Jérôme. Sandra négligeait souvent le côté imprévisible de Travis, mais tout a changé un jour. Le 16 février 2009, vers 15h40, Travis a lancé une attaque brutale contre l'ami de Sandra, Charla Nash, qui avait 55 ans à l'époque. Tout a commencé après que Travis ait réussi à sortir de la maison avec les clés de voiture de Sandra. Charla, voulant aider, est arrivée pour essayer de le ramener à l'intérieur, mais les choses ont pris une tournure sombre. Voir Charla tenir une poupée Elmo, l'un de ses jouets préférés, semble l'avoir déclenché, et il est entré dans une rage terrifiante. Bien que Travis connaissait Charla, qui travaillait avec Sandra et Jérôme dans leur entreprise de dépannage, le fait qu'elle ait un nouveau style de coiffure et une voiture inconnue a pu le perturber ou l'inquiéter. Pour calmer Travis, Sandra lui avait donné du thé, mélangé avec du Xanax. Il prenait aussi des médicaments contre la maladie de Lyme. Pourtant, rien de tout cela n'a pu arrêter sa fureur. Alors que l'attaque s'intensifiait, Sandra a tenté désespérément d'intervenir, le frappant, avec une pelle et même en le poignardant avec un couteau de boucher. Réfléchissant à l'horreur, elle a dit plus tard, « Pour moi, faire quelque chose comme ça, lui mettre un couteau dedans, c'était comme m'en mettre un à moi-même. » Elle se souvenait de Travis se tournant vers elle, comme si c'était avec choc, comme s'il lui demandait, « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» À ce moment-là, Sandra pensait que Charla était morte. Elle s'est précipitée vers sa voiture, s'est enfermée à l'intérieur et a passé un appel désespéré au 911. Les cris de Travis pouvaient être entendus en arrière-plan, mais la personne qui a pris l'appel pensait d'abord qu'il s'agissait d'une blague, jusqu'à ce que Sandra crie « Il est en train de la manger !» Les secouristes se sont retenus jusqu'à l'arrivée de la police, prête à prendre le contrôle de la situation. Lorsque les policiers sont arrivés, Travis s'est précipité vers leur véhicule, tentant même d'ouvrir la porte passager verrouillée et brisant un rétroviseur. Il s'est déplacé du côté conducteur, réussissant à ouvrir cette porte. C'est alors que l'officier Frank Chiafari a tiré 4 balles sur lui. Blessé, Travis est retourné dans la maison, où la police l'a trouvé gisant sans vie à côté de sa cage. Charla a survécu, mais ses blessures étaient graves, ce qui a entraîné une récupération qui a changé sa vie, y compris une greffe de visage. Aujourd'hui, Charla plaide pour des réglementations plus strictes sur la possession d'animaux exotiques. Numéro 11. La mort de Marius rencontre fatale avec Humphrey l'hippopotame. Maurius Hels, un ancien major de l'armée, avait un lien indestructible avec un hippopotame nommé Humphrey, qu'il avait élevé malgré de nombreux avertissements sur les tendances agressives des hippopotames. Le tempérament de Humphrey s'était montré à quelques reprises,
Mais Morius faisait totalement confiance à son hippopotame apprivoisé. Malheureusement, un jour, l'agression d'Humphrey a éclaté sans avertissement. Il a traîné Morius dans une rivière, le blessant mortellement dans le processus. Le corps sans vie de Morius a été retrouvé immergé dans la même rivière, où des années auparavant, il avait sauvé Humphrey de la noyade lors d'une inondation. Une autre famille avait initialement pris en charge Humphrey, mais une fois qu'il est devenu trop grand, Morius l'a adopté à l'âge de 5 mois. Le jeune hippopotame est devenu une partie de la vie à la ferme de 400 acres d'Els, apprenant même à nager aux côtés des humains. Un an avant l'attaque, une photo montrait Morius chevauchant le dos de l'hippopotame, parlant chaleureusement de leur lien unique. Humphrey est comme un fils pour moi. Il est comme un humain, avait-il dit. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'on peut seulement se connecter avec des animaux comme les chiens et les chats. Mais j'ai une relation avec l'animal le plus dangereux d'Afrique. Malgré l'affection de Morius pour Humphrey, sa femme Louise, pharmacienne, avait toujours exprimé ses inquiétudes. Il y avait eu des situations dangereuses auparavant. Plus tôt dans l'année, les médias sud-africains ont rapporté qu'un homme de 52 ans et son petit-fils de 7 ans avaient dû grimper dans un arbre pour leur sécurité après qu'Humphrey les ait poursuivis alors qu'ils faisaient du canoë sur la rivière. Morius avait dû appâter l'hippopotame avec une pomme pour que les secours puissent sauver le couple. Humphrey avait également causé des problèmes à la ferme. L'hippopotame était responsable de la mort de veaux appartenant au partenaire commercial de Morius et parvenait fréquemment à sortir de son enclos, provoquant même des scènes en poursuivant des golfeurs dans un club de golf voisin. Numéro 10. L'incident mortel de l'ours. Kellyanne Walls, une passionnée des animaux, avait même un ours noir parmi ses animaux de compagnie. Selon les rapports, l'ours appartenait à son mari, Michael Walls, qui, lui aussi, était un grand amateur d'animaux et avait un ours noir parmi ses animaux. Selon les rapports, l'ours appartenait à son mari, Michael Walls, qui élevait des animaux exotiques avec une licence expirée. Bien que l'ours noir captif fût gardé dans une cage, un jour fatidique, Kelly est entrée pour nettoyer et l'ours l'a attaqué en pleine vue de ses voisins horrifiés. Kelly, âgée de 37 ans, a été déclarée morte sur les lieux, comme l'a confirmé Tim Conway, responsable de l'information et de l'éducation à la Pennsylvania Game Commission. Michael Walls avait laissé expirer sa licence pour garder et vendre des animaux exotiques en juin 2008, ce que Conway a qualifié de « simple formalité ». Ayant été licencié depuis 1994, Walls avait informé les autorités en 2007 qu'il hébergeait un lion, un cougar, un jaguar, un tigre, un ours noir, un léopard et 2 servals sur sa propriété à Ross Township, une zone rurale située dans les montagnes des Poconos, à environ 30 km au nord-est d'Allentown. Ce dimanche fatidique, Kellyanne Walls est entrée dans la cage en acier et béton de l'ours, mesurant 4,5 mètres sur 4,5 mètres, vers 17 heures. Elle tenta de distraire l'ours en jetant une pelle de nourriture pour chien d'un côté, pendant qu'elle nettoyait l'autre côté. Malheureusement, à un moment donné durant ce processus, l'ours se retourna contre elle et lança l'attaque. Plus tard, l'animal responsable fut confisqué par les autorités. Numéro 9. La rencontre fatale de Timothy Treadwell avec un grizzly. Timothy Treadwell était connu pour son dévouement inhabituel à vivre aux côtés des grizzlies dans le parc national de Katmai en Alaska. En 2003, lui et sa petite amie, Arnie Huguenard, campèrent dans le parc pour étudier les ours de près, mais l'histoire prit un tournant mortel lorsqu'un ours les attaqua, laissant aucun survivant. Le dimanche 5 octobre 2003, autour de midi, Timothy Treadwell parla avec un associé à Malibu, en Californie, par téléphone satellite. Treadwell ne mentionna aucun problème avec les ours. Le lendemain, le 6 octobre, Willie Fulton, pilote d'un avion-taxi de Kodiak, arriva au campement de Treadwell et Huguenard pour les récupérer, mais il trouva la zone abandonnée, sauf pour un ours, et contacta les gardes forestiers locaux. Les restes déchiquetés du couple furent rapidement découverts lors de l'enquête. La tête défigurée de Treadwell, sa colonne vertébrale partielle, son avant-bras droit et sa main, avec sa montre-bracelet toujours à son poignet, furent retrouvés à une courte distance du campement. Les restes partiels d'Huguenard furent retrouvés à côté des tentes déchirées et effondrées, partiellement enterrées sous un tas de brindilles,
et de terre. Un grand mâle ours étiqueté Ours 141, protégeant le campement, fut tué par les gardes forestiers lors de leur tentative pour récupérer les corps. Un deuxième ours adolescent fut également abattu peu de temps après lorsqu'il chargea les gardes. Une nécropsie sur l'ours 141 révéla des parties humaines, telles que des doigts et des membres. L'incident inquiétant fut en partie enregistré, ce qui a aidé les enquêteurs à comprendre ce qui pourrait être arrivé au couple malchanceux. Dans l'enregistrement, on entend Treadwell crier à l'aide, mais malheureusement, personne n'était là. Numéro 8. La morsure fatale d'un serpent. Garder un serpent venimeux comme animal de compagnie, en particulier un mamba noir, est un risque que très peu de gens sont prêts à prendre. Les mambas noirs sont célèbres pour leur venin puissant et leur nature agressive, classés parmi les serpents les plus mortels du monde. Une seule morsure peut tuer en quelques heures si elle n'est pas traitée, ce qui en fait un danger même pour les propriétaires expérimentés. Alita Stacy de Putnam Lake, New York, avait cependant une fascination profonde pour les reptiles et avait collecté plus de 70 serpents, dont un mamba noir. Sa famille et ses amis l'avaient remise en garde contre les dangers, mais Stacy balaya leurs préoccupations. Tragiquement, un jour, son petit ami la trouva inanimée, mordue à l'avant-bras par son mamba noir, qui s'était échappé en raison d'une cage mal sécurisée. Malgré les tentatives pour la sauver, les effets létaux du venin étaient irrémédiables. Plus tard, tous les serpents d'Alita furent placés aux eaux du Bronx, y compris le mamba noir meurtrier. Numéro 7. L'horreur du varan. L'obsession de Ronald Huff pour les reptiles était intense, en particulier son amour pour les varans, des créatures connues pour leur taille imposante et leurs griffes puissantes. Certaines espèces sont même venimeuses, et ce sont des chasseurs habiles capables de tuer des animaux comme les kangourous. Les amis et la famille de Huff étaient préoccupés par son choix de garder ses varans chez lui, mais ils ne s'en laissaient pas dissuader. Après quelques jours sans nouvelles, un voisin inquiet a demandé au shérif de vérifier l'état de Huff. À leur arrivée, les officiers ont entendu des bruits étranges à l'intérieur, mais ils n'ont reçu aucune réponse. En entrant, ils ont été confrontés à une scène choquante. Le corps sans vie de Huff, entouré de ses 7 varans, qui avaient commencé à se nourrir de lui. Les enquêteurs pensent qu'il pourrait être tombé malade ou s'être blessé près de ces animaux, ce qui a incité les varans à profiter de cette source de nourriture. Numéro 6. La catastrophe du python birman. Les animaux exotiques apportent un frisson unique, mais parfois ils comportent des risques qui peuvent devenir fatals. Jaron Haar et Charles Darnell, un couple des États-Unis, possédaient un python birman albinos, un serpent non venimeux mais massif, atteignant 8 pieds de longueur. Contrairement aux serpents venimeux, les pythons birman tuent en s'enroulant autour de leur proie et en la serrant. Ce serpent particulier vivait dans une cage de fortune maintenue ensemble par rien de plus qu'une couverture et quelques épingles, un arrangement qui allait bientôt se révéler désastreux. Leur mode de vie quelque peu chaotique, y compris la consommation de substances, aurait pu contribuer à leur négligence dans la sécurisation du serpent. Une nuit de 2009, le python s'est échappé et a rampé dans la chambre de leur jeune fille. Lorsque Darnell a trouvé le serpent enroulé près d'elle le matin suivant, il l'a frappé de rage, mais la tragédie s'était déjà produite. Darnell a dit aux députés qu'il s'était réveillé au milieu de la nuit et avait trouvé le python dans le couloir. Alors il l'avait remis dans son aquarium de 200 gallons où il passait la majeure partie de son temps. Il pensait avoir sécurisé le serpent en le plaçant dans un sac à linge avec un petit trou et en couvrant l'aquarium avec une couverture maintenue par des épingles de sécurité. Cependant, Haar a informé les députés que le serpent s'était échappé du réservoir et du sac à linge 10 fois au cours des 2 mois précédents, et elle prévoyait de créer un couvercle verrouillé pour le réservoir. La loi de l'État de Floride exige que les propriétaires maintiennent les pythons sous clé. Ni Darnell ni Haar n'avaient obtenu de permis d'État pour posséder le python. Darnell a mentionné que le serpent était dû pour son repas mensuel, mais il ne croyait pas que l'animal voulait manger la petite fille. Il a dit qu'il avait poignardé le serpent en essayant de libérer l'enfant de son emprise, mais l'enfant était déjà mort, selon le rapport du shérif. Les autorités ont ensuite enlevé le python et l'ont emmené dans une base de l'Air Force des États-Unis pour des exercices d'entraînement.
Hare et Darnell ont été tenus responsables et condamnés à 12 ans de prison pour leur négligence imprudente. Il y avait aussi des rapports selon lesquels le couple, dans leur frénésie induite par la drogue, aurait tenté d'éliminer leur enfant. Numéro 5. L'attaque du gnou. L'amour de Klaus Radan pour les animaux exotiques comprenait la garde de lamas, d'émeuses, de rennes, d'autruches et même d'un bébé gnou sur sa propriété. À mesure que le gnou mûrissait, ses instincts sauvages naturels commençaient à émerger, surtout pendant la saison de reproduction, le rendant de plus en plus imprévisible. Le 5 décembre 2004, la femme de Klaus commença à s'inquiéter lorsqu'il ne revint pas après le déjeuner. En le cherchant, elle tomba sur une scène horrifique. Le corps de Klaus, grièvement blessé, dans la cour de la grange. Apparemment attaqué par le gnou dans une frénésie liée à la reproduction, elle attrapa précipitamment son téléphone et appela le 911. Les paramédics arrivèrent rapidement, mais les blessures de Klaus étaient trop graves. Ils ont essayé de le sauver, mais il était trop tard. Le médecin légiste a rapporté que l'animal sauvage semblait avoir chargé Klaus plusieurs fois avant de le piétiner. La cause du décès a été déterminée comme étant un traumatisme contondant à la poitrine et à la tête. Selon la police, les cornes du gnou, qui poussent généralement grandes et courbées, avaient été coupées jusqu'au moignon. Numéro 4. La tragédie du casoar. Le casoar, originaire du nord de l'Australie et des îles environnantes, est souvent considéré comme l'oiseau le plus dangereux du monde en raison de ses jambes puissantes et de ses griffes acérées comme des rasoirs. À 75 ans, Marvin Hayos était reconnu comme un éleveur passionné d'oiseaux exotiques, y compris des casoars, des émeus et des autruches, et avait même réussi à élever des casoars aux États-Unis, un exploit qui lui apportait une grande fierté. Un jour, Hayos trébucha près de l'un de ses casoars, effrayant l'oiseau. Le casoar attaqua en lançant plusieurs coups de griffes profonds. Bien que Hayos ait pu appeler le 991, l'oiseau bloqua agressivement les secouristes, retardant l'assistance. Malheureusement, Hayos succomba à ses blessures, laissant sa petite amie traumatisée. D'après ce que je comprends, l'homme était près de l'oiseau et à un moment donné, il est tombé. Lorsqu'il est tombé, il a été attaqué, a déclaré le chef adjoint, Jeff Taylor, au journal Gainesville Sun. Une femme présente sur les lieux, qui s'est identifiée comme la compagne de Hayos, a confié au journal qu'il faisait ce qu'il aimait. Hayos a subi de profondes blessures par perforation et des coupures dues aux griffes tranchantes de l'animal, qui ont sectionné une artère principale de son bras, selon un rapport d'autopsie récemment publié. Les diagrammes détaillant les blessures de Hayos ont révélé plus d'une douzaine de lacérations sur son visage, son cou, son dos, son abdomen, ses cuisses, ses jambes et son bras droit, y compris des dommages importants à son artère brachiale, le vaisseau sanguin principal du bras supérieur. Après l'attaque, le casoar a été vendu lors de la vente aux enchères de bétail de la Gulf Coast. Hayos n'était pas obligé d'obtenir un permis pour élever ces oiseaux, qui sont originaires d'Australie, de Nouvelle-Guinée et d'autres îles du Pacifique Sud. Même après cet incident tragique, la Commission de conservation de la faune et de la flore de Floride n'a pas mis en place de nouvelles règles ou restrictions concernant la possession de casoars. Si les animaux sont utilisés pour l'élevage commercial, ils sont considérés comme des animaux domestiques et n'ont pas besoin de permis, a expliqué la porte-parole de l'agence, Karen Parker. Un permis serait nécessaire uniquement si ces animaux interagissaient avec le public. Dans un enregistrement audio de l'appel initial au 911, on peut entendre Hayos essayer de fournir son adresse à un répartiteur tout en suppliant « Pourriez-vous envoyer une ambulance, s'il vous plaît ?» Sa voix semblait faible et urgente. Malheureusement, ce furent les derniers mots que Marvin Hayos a prononcés. Numéro 3. La rencontre dangereuse avec le cerf. Bien que les cerfs soient souvent considérés comme des créatures douces, l'expérience de Gerald Rushton avec un cerf rouge de 500 livres a montré le côté plus sombre de ces animaux. Rushton nourrissait les cerfs un jour lorsque le gigantesque cerf s'est soudainement précipité vers lui, le coinçant contre une clôture et lui causant des blessures potentiellement mortelles avec ses puissantes cornes. Les équipes de secours sont arrivées, mais n'ont eu d'autre choix que de tuer le cerf pour atteindre Rushton, qui malheureusement n'a pas survécu. Il était connu que Rushton était obsédé par l'idée de domestiquer des animaux qui ne pouvaient pas être apprivoisés.
et le défunt souhaitait transformer sa maison en zoo. En plus de ce cerf, il y avait divers autres types de cerfs, y compris des cerfs Axis. Le cerf rouge européen avait un ensemble de bois de cerf effrayant et aurait coincé Rushton contre la clôture avant de le blesser avec ses cornes et de le piétiner lorsqu'il est tombé au sol. En raison du comportement agressif de l'animal, il a dû être abattu avant que les adjoints et les gardes-chasse du département de la faune et des parcs du Texas ne puissent entrer dans l'enclos pour retirer les restes de Rushton. Rushton a été déclaré mort peu après. Numéro 2. L'attaque du wapiti. Le résident australien Pat MacDonald gardait un wapiti, un rare croisement entre un cerf rouge et un wapiti, sur sa propriété. Un jour, alors que MacDonald le nourrissait, sa famille l'entendit crier. En se précipitant dehors, sa femme le trouva attaqué par l'animal agressif. Un ambulancier à proximité est intervenu, mais les blessures de MacDonald étaient graves. Le wapiti a également dû être éliminé. Numéro 1. La crise du lion des montagnes. Amber Michelle Couch, une résidente du Texas, gardait un lion des montagnes comme animal de compagnie, bien qu'elle ne disposait pas des permis nécessaires ni des vaccinations requises. Le lion des montagnes, confiné dans une cage exiguë, est devenu de plus en plus agressif. Tragiquement, le neveu d'Amber s'est approché de la cage un jour et le lion des montagnes s'est jeté sur lui, lui infligeant de graves blessures au visage. Heureusement, il a survécu à l'attaque. Les autorités ont finalement enlevé le lion des montagnes, invoquant le non-respect par Couch des normes de sécurité pour la possession d'animaux exotiques. Merci de nous avoir regardés et à bientôt dans le prochain épisode.